Tout a commencé il y a 20 ans. L'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, choisit le sous-sol de Bure pour y installer un laboratoire de recherche. Mais il masque en fait un autre projet, beaucoup plus important, un site de stockage profond de déchets radioactifs. L'idée est lancée en 2006 et baptisée CIGEO. Ce site, creusé à 500 mètres de profondeur, est prévu pour stocker entre Meuse et Haute-Marne 99% des déchets hautement radioactifs produits en France. Ils seront stockés sous nos pieds plusieurs centaines de milliers d'années. Pour confirmer les qualités du site, le laboratoire de recherche de l'ANDRA procède depuis 10 ans à des analyses du sous-sol. Chaque année, le laboratoire invite des habitants de la région à venir visiter ses installations. Bienvenue à bord, messieurs, dames. Donc, voyage au centre de la Terre, hein, c'est pas Jules Verne, mais presque. Alors tout ça, en fait, s'organise autour de ces deux puits, qui sont les deux seuls moyens d'accès à moins 490 mètres de profondeur. La journée s'appelle « Galerie ouverte ». À près de 500 mètres de profondeur, les habitants peuvent enfin voir à quoi ressemble ce laboratoire dont ils entendent parler depuis des années. La couche d'argilite, elle fait 130 mètres d'épaisseur, d'accord, et moins 490 mètres, c'est le milieu de la couche. C'est pour ça qu'on est à cette profondeur-là. Alors on a choisi de s'installer, d'installer le laboratoire au milieu de la couche par un principe de sûreté. C'est-à-dire que c'est d'avoir autant d'argilite au-dessus qu'au-dessous de nous, pour la sûreté du futur stockage géologique. Alors, à poursuivre notre visite, on va aller voir maintenant. Géré par l'ANDRA, le laboratoire permet d'imaginer à quoi ressemblera le futur site de stockage. On peut y découvrir des conteneurs en acier et les prototypes d'alvéoles où seront entreposés les colis radioactifs de haute activité. En 2013, et en 3 ans, 4 ans, il s'est passé énormément de choses, notamment grâce aux jeunes qui sont arrivés à travers un camp qu'ils ont appelé VMC. Un certain nombre se sont installés localement, d'autres ont occupé le bois de Juc qui a été donné illégalement à l'ANDRA. Et puis, par rapport à l'occupation du bois, il y a eu des expulsions, des réappropriations avec des scènes assez difficiles. Vous voyez, vraiment des scènes de guérilla. Enfin, nous, les anciens, on n'avait jamais lutté de cette manière-là. Ça nous a un petit peu surpris au départ, mais grâce à eux, le projet maintenant est connu médiatiquement. On a eu tous les médias nationaux qui nous ont rejoints. Bon, là, c'était donc la réoccupation du bois en juillet 2016. Vous voyez, c'était impressionnant, mais c'était rien à côté de ce qu'on a connu. Donc, les jeunes ont réoccupé le bois, ils ont été à nouveau expulsés, et le 14 août 2016, ils l'ont réoccupé définitivement. Pendant ce temps-là, l'ANDRA avait construit un mur de 1,7 km autour du bois, comme mur de Berlin, quoi. Hein. Ils avaient prévu de l'encercler complètement, il y avait déjà le matériel pour 4 km. Et puis le 14 août, une belle manif, il y avait à peu près 500 personnes. 500 personnes, et puis voilà, tout le monde est arrivé, et moi j'avais l'impression de rêver, mais c'était bien ça. Donc le mur est tombé en 24 heures. Vous voyez. Alors là, il y a eu des interpellations depuis. Alors avec des slogans assez sympathiques. Vous voyez les alignements. Là, tous les blocs sont tombés. C'est moi qui ai
qui est vécu par la télévision, la chute du mur de Berlin, je vous assure que il y avait vraiment des points de similitude. Et puis, alors, tout l'hiver de août 2016 à février 2017, les jeunes ont vécu dans le bois. Ils ont construit des cabanes comme à Notre-Dame-des-Landes. Et puis le 22 février, là, ils ont voulu tomber les murs de l'écothèque que vous avez vu dans le film, le laboratoire, comment ils l'appellent, pour étudier la roche, les plantes. Donc là, on était obligé de se masquer parce que ça commençait à devenir important. Enfin, la lutte commençait à devenir importante et il fallait protéger tous les participants. Donc vous voyez, là, de Bure, on est monté dans le bois. Encore 500 à 700 personnes, je ne saurais plus exactement. Donc le bois, il est là, à droite. Et donc voilà le style de cabane, ça il l'appelait la communale, c'était un peu la mairie du bois. Ils avaient construit des cabanes à 20 mètres de hauteur dans les chênes. Et puis l'après-midi de cette manifestation, donc le cortège est parti vers l'Andra. Donc l'Andra, tous les bâtiments, vous voyez, ils sont au fond. Alors là, il y avait des gendarmes partout, il y avait le mur qu'on retrouve aussi à Notre-Dame-des-Landes. Et puis là, ça y est, c'est la bagarre. Alors là, il y a eu 3-4 arrestations. Quelques blessés. Et puis, le 15 août de l'année dernière, non, le 15 août 2017, alors là, il y a eu une grosse opération. Là, il y a 1500 munitions qui ont été tirées. Et là, il y a eu vraiment de gros blessés, dont un qui a pratiquement perdu l'usage de son pied. Et depuis le 15 août, Longuet est allé voir le ministre de l'Intérieur de l'époque, comment il s'appelait celui-là Comment Gérard Collomb. Oui, je crois. Et il a demandé qu'il y ait une brigade spéciale pour Bure. Donc voilà, on a notre gendarmerie locale. Donc il y a 80 militaires qui sont basés à Bure et autour de Bure, qui n'arrêtent pas de défiler dans les villages. Alors des villages de 100 habitants, inutile de vous dire qu'ils ne passent pas inaperçus. Et puis la population est excédée, comme les jeunes. Alors la population, elle se maîtrise, mais les jeunes, pas forcément. Si bien qu'il y a des altercations et des fois il y a des mots un peu trop violents. Donc ça veut dire que les jeunes sont emmenés en garde à vue. Enfin bon, vous voyez, je ne vous fais pas de dessin. Alors ils passent au tribunal. Maintenant le procureur nous réserve une journée spéciale Bure par trimestre minimum. Des fois c'est encore plus rapproché. Là actuellement il y a à peu près 50 personnes qui sont passées au tribunal, qui ont été condamnées. Il y a eu une série d'expulsions. Moi je suis la dernière, début décembre, à 9h du matin, 3 flics qui se présentent chez moi, et puis avec la feuille et tout, bon vous savez, c'est pas évident quoi. Moi c'est impressionnant, j'ai failli tomber dans les pommes, et puis ils sont là, vous n'avez plus qu'à vous laisser faire. Bon, ils ont fouillé pendant 3 heures ma maison, ils ont tout retourné, l'après-midi j'ai été convoquée à la gendarmerie encore pendant 3 heures, ils m'ont emmené tout mon matériel informatique, mon iPhone, enfin tout quoi. J'ai plus que la clé USB là que j'ai sauvée. Et puis voilà, c'est comme ça. Bien sûr, ça fait 1 mois maintenant, plus d'1 mois, j'ai pas récupéré mon matériel, puis les autres non plus, ça fait 1 an. La maison de Bure, elle a été perquisitionnée 2 fois déjà,
Et puis le bois Le Juc qui avait été donné à l'Andra de manière illégale, il y avait eu un conseil municipal à 6 h du matin, mais on en avait entendu parler, donc il y a 50 militants qui avaient débarqué au conseil municipal. Bon, ça a été voté, le bois donc a été donné à l'Andra malgré un référendum qui avait été fait 1 an ou 2 plus tôt, et le référendum de la population, c'était non, hein, mais le maire il a passé outre, donc vous voyez un petit peu l'ambiance qui peut régner dans un village de 200 habitants. Et recours au tribunal administratif, on a gagné, parce qu'on a quand même une bonne commission juridique, hein, il y a vraiment on a des gens compétents à ce niveau-là, et puis maintenant on a quand même plusieurs avocats qui nous suivent, dont Étienne Ambroselli, qui lui aussi a été perquisitionné au mois de juin dernier. Donc on a gagné au tribunal administratif. L'Andra a donc refait une demande en bonne, plus légale, on va dire, mais il y a eu un deuxième conseil municipal. Là, c'est passé d'une voix. Alors, il y a un nouveau recours parce qu'il y a 2 personnes qui ont des intérêts avec l'Andra. Alors, l'Andra n'est pas encore propriétaire du bois, mais ils l'ont récupéré depuis février 2018. Et là, ça a été un coup de force, comme à Notre-Dame-des-Landes. Je me demande même s'ils n'ont pas répété leur façon de faire à Bure, hein, parce que nous, c'était 500 flics pour 12 ou 15 occupants. Et bon, Notre-Dame, c'était 1500 gendarmes, mais c'était la même technique, hein, plus de journalistes, les caméras, c'est eux qui filment, ils donnent ce qu'ils veulent donner à France 3, et puis bon, même procédé, quoi, hein, ils ont tout rasé avec leur machine, là, toutes nos belles cabanes, bien sûr, tout a explosé. Puis depuis, on essaie de réoccuper, mais on n'a encore pas réussi. Alors, bon, en gros, voilà l'ambiance localement, et puis les mesures compensatoires. Alors, vous en avez eu un aperçu dans le film, mais là, ça prend des proportions incroyables. Bon, on voit, c'est une plateforme de transport. Les camions partent d'Amsterdam, enfin de Hollande, et ils vont sur la vallée du Rhône. Ils s'arrêtent au milieu, donc à Voie. La population n'était pas au courant. C'est vraiment des produits, des déchets radioactifs, mais ils passent devant une école maternelle, tout, mais la population n'était pas au courant. Alors bon, un jour, on a fait une descente au village, grosse manif, puis bon, ça a fait des histoires. Bon, ça, on vous en a parlé. Tout ça, c'est des bâtiments qui arrivent, mais il n'y a rien dedans. Hein. Il y a peut-être 2 personnes, mais ce n'est même pas des personnes embauchées localement, ça vient d'ailleurs. Alors, Velens, là, pour le coup, là, il y a 40 personnes d'embauchées, et le bâtiment que vous voyez, ils l'ont doublé à côté. Et là, à terme, il devrait avoir 80 personnes. Donc là, c'est des pièces de rechange, mais neuves, pour toutes les centrales de France. Saint-Dièze, là, c'est un projet qui semblerait abouti, heureusement, parce qu'avec la forêt lorraine, ils veulent faire du biocarburant. Et comme il n'y a déjà pas beaucoup la forêt est déjà prise pour maintenant on exporte en Chine et ailleurs, il n'y a déjà plus assez de bois, en plus on fait des granulés, donc on ne sait pas où ils iraient chercher les grumes, donc a priori ça devrait être annulé. Mais vous voyez, ça c'est un projet du CEA, alors quand même, qu'est-ce que ça vient faire là? Quand il disait tout à l'heure dans le film que EDF distribuait de l'argent et puis il le reprenait d'une autre manière, ben, en voilà une preuve de plus. Les archives Areva, là, paraît-il, il y aura un peu de personnes locales. Alors, ce CODEI, ça c'est un gros projet. Ça devait ouvrir à l'hiver 2018, et c'est construit, c'est inauguré, mais ça ne fonctionne pas. La sécurité n'est pas au point. Et là, les travailleurs du nucléaire vont être vraiment
ça va être très dangereux pour eux au niveau de la contamination. Ça va être, moi je ne voudrais pas aller travailler dans cette structure. Qu'est-ce qu'il y a dans cette structure? Excusez, c'est des pièces détachées contaminées qui arriveraient et qui seraient nettoyées, dispatchées dans les différents centres autour de Saint-Dizier. Alors Soulaine, Soulaine, ouais, je suis en doc et c'est bon, c'est un petit peu, c'est le premier centre d'enfouissement de France, mais c'est pas en profondeur comme à Bure, et c'est en subsurface, et comment dire, c'est des produits moyennement radioactifs, donc au bout de 30 ans, théoriquement, ça devrait être terminé, et ceux-là, on peut les surveiller, alors que Bure, on ne pourrait pas les surveiller. Par contre, le site est déjà rempli, et là, ils sont en train de le doubler. Et là, il y a 3 territoires, Soulaine, Morvilliers et le troisième, je ne sais plus le troisième. Alors, Joinville, alors là c'est notre cheval de bataille actuel, c'est le projet d'une laverie pour laver le linge contaminé de toute l'Europe. Je crois que ça laverait 3500 tonnes de linge, je ne sais plus si c'est par jour ou par an, je pense. Ça utiliserait l'eau d'un village de 600 habitants et ça serait rejeté dans la Marne. Donc la Marne, il y a un canal d'amener qui va au lac d'Uder. Le lac d'Uder, c'est un lac touristique, ornithologique, très célèbre au niveau de toute l'Europe. Et bien sûr, tous les maires environnants, ils sont en train de faire des arrêtés, ils sont tous contre ce projet. Et on espère qu'on va gagner, je dis bien on espère. Parce que si la Marne est contaminée par les rejets de radionucléides, la Seine le sera aussi, c'est tout le bassin parisien qui le sera. De la même manière que si ça explose au fond du trou, c'est toutes les rivières environnantes qui vont être contaminées. Donc la Meuse le sera, les sources qui vont vers Vittel le seront également. C'est vraiment toute une région. Enfin, moi je dis tout le centre européen, Luxembourg, Allemagne, tout le monde va être touché et à terme, même toute la France. Le projet de Bure, c'est pas un projet local, c'est un projet français, voire international. Et ça, on a du mal, pour l'instant, on a du mal de le faire comprendre. C'est pour ça que j'essaie de faire un maximum. Alors, celui-là, on l'a arrêté. On l'a arrêté l'année dernière, ce qui prouve quand même que nos actions portent leurs fruits. Mais on a fait fort aussi, on a même fait une messe avec le curé local, l'église était bondée. On a fait une opération village à vendre. Toutes les maisons, il y avait une pancarte à vendre, donc on a eu les télés nationales et là on a réussi le type du projet Bison, là, ils sont partis ailleurs. Donc voilà, en gros, je voulais vous montrer ce diapo-là pour que vous voyez que depuis 2013, il s'est passé des choses et puis que les forces vives, elles sont là. Quoique maintenant, depuis que le bois a été expulsé définitivement, les jeunes, et puis Notre-Dame en même temps, enfin les jeunes se sont quand même un peu éparpillés. Mais malgré tout, il y en a qui ont acheté des maisons. Il y a 7-8 maisons qui ont été achetées par des groupes de jeunes. Elles ne sont pas chères, comme l'avenir n'est pas joyeux, donc les maisons se vendent 20-30 000 euros, si bien que les jeunes, ils se mettent à 3 ou 4, et puis en SCI, ils achètent, et puis ils s'installent. Puis ils se contentent de peu, ils font un jardin, ils font des affouages, enfin...
Voilà en gros. Sinon, ce que vous avez vu dans le film, le projet scientifique, il est toujours à ce stade-là. Tout ce que les scientifiques abordent, maintenant c'est reconnu par les autorités comme l'IRSN, par la CNE, tout ça. Mais ils continuent quand même le projet. Et ils disent qu'au fur et à mesure de la construction, ils vont régler les problèmes. Alors que dans le WIP, au WIP aux USA, ce qui était le petit frère de CIGEO, nos militants l'avaient visité. Quand ils sont revenus, ils ont dit le WIP il va exploser, et il a explosé en février 2014. Donc vous voyez, c'est pas... Et là maintenant on ne peut plus rentrer. Pour l'instant, il n'y a pas de solution. Alors moi, ce que je voudrais souligner dans ce que tu as dit, c'est concernant Unitech et ce CODI. Ce CODI, c'est glissement sémantique. On ne parle plus de décontamination, on parle de nettoyage d'outils, de laverie, d'accord, comme si on rentrait sur des processus connus et usuels. Et c'est très grave parce qu'en fait, il faut bien se rendre compte que ce soit les outils, ou le nettoyage ou la laverie, on va transférer la radioactivité à l'eau. Et l'eau, qui effectivement est le composant fondamental de la vie, d'une part, et d'autre part, qui circule. C'est des choses qu'on maîtrise très mal, l'eau. Vous savez, les fuites, vous avez des fuites chez vous, la fuite, on ne la maîtrise pas, avec le levier, avec le coureur, etc. Très compliqué. Donc on va transférer, je dirais, la radioactivité de matériaux qu'on connaît à peu près. Donc aujourd'hui, ils sont sous l'ANA, ces matériaux, les ferrailles et les tenues radioactives, etc., sont stockés. Le fait de les laver, c'est effectivement une pollution radioactive qui est extrêmement préoccupante. Tu l'as dit, mais moi j'insiste lourdement sur l'aspect un peu plus scientifique. Je ne suis pas une scientifique. Non, mais je crois que c'est important, c'était dit, Bertrand Thuillier en particulier, et Bernard Laponche, qu'on connaît bien. Donc c'est vraiment, qui sont des scientifiques, ils l'ont dit dans le film, mais moi j'insiste lourdement sur le fait que c'est l'eau, et que l'eau c'est vraiment le pire en matière, je dirais, de radiocontamination, c'est la problématique de l'eau. Problématique qu'on retrouve d'ailleurs dans l'enfouissement, parce que, bon, ça a été dit, mais j'insiste un peu la partie scientifique, l'argile, il y a une petite démonstration qui est très intéressante. Oui, ça on l'a fait. Voilà, ils l'ont démontré à Bure, et voilà, ils l'ont démontré. L'argile, c'est évident qu'à terme, et même très court terme, d'accord, on a des infiltrations d'eau. Qui dit infiltration d'eau avec des conteneurs qui sont chauds, parce que ça n'a pas été, c'est bien dit dans le film, eh bien la production d'hydrogène, c'est obligé de ventiler, parce que vient de l'eau, l'hydrogène, et risque d'explosion, etc. Enfin bon, on ne va pas refaire le... Puis ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a eu un mort en janvier 2016, il y a eu un éboulement, donc quand ils disent que l'argile c'est un coffre-fort, c'est pas vrai. Et depuis d'ailleurs, on n'a pas les résultats du problème. On a beau le demander, les collectifs le demandent au niveau du CLIS, on n'a pas de réponse. On sait aussi que les employés les travailleurs qui étaient au fond, ils n'ont jamais voulu redescendre, tellement ils ont eu peur. Là, ils ont dû changer leur équipe. Alors, si vous avez des questions, on va passer, parce que bon, c'est bien la partie film et conférence et information. Donc moi plutôt, si vous avez des questions, essayer de répondre, Irène, et puis moi éventuellement. Et c'est en complément, donc, à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Là, on a jusqu'à midi, donc ça nous fait une grosse demi-heure. Voilà. Moi, c'est pas une question, mais je vais me permettre quand même, parce que ça fait un moment que je m'intéresse au sujet. Et c'est plutôt un témoignage que je vais apporter, parce que j'avais eu l'occasion de rencontrer Patrick Charton, qui est un des responsables de l'ANDRA, qui m'avait dit, sans ambiguïté possible, que la phase d'exploitation, dont on nous dit tout le temps qu'elle va durer 100 ans, en fait, elle est prévue pour durer 300 ans. Donc le 100 ans, c'est le chiffre officiel, ça fait joli, c'est rond, mais en fait, c'est plutôt 3 siècles. Donc ça change vachement la donne de savoir que c'est plus 100 ans, mais 300 ans. Ça change la donne en termes de financement. On nous parle de 35 milliards d'euros, c'est un chiffre qui est un peu sorti d'un chapeau, mais en fait, si c'était comme le PR, déjà, on peut rajouter un zéro, mais même ça, sans ça, c'est plutôt 3 fois plus, déjà. Et puis, prévoir même la phase d'exploitation, c'est-à-dire la phase d'exploitation, c'est la phase pendant laquelle on met les déchets sous terre. Sur 300 ans, on ne peut pas prévoir aussi longtemps, on ne sait pas comment on va faire, comment on va transmettre les savoirs, comment on va pouvoir techniquement continuer pendant 300 ans à mettre des déchets sous terre. Et en plus de ça, le fait qu'il prévoit déjà 300 ans, c'est aussi le fait qu'il prévoit qu'on reconstruise d'autres centrales. On ne dit pas, mais si on prévoit 300 ans plutôt que 100 ans, 100 ans
100 ans, c'est le délai qu'il faut pour enfouir à peu près tous les déchets qu'on a aujourd'hui. Si on prévoit finalement 300 ans, c'est aussi qu'on a franchement l'objectif d'en consommer. Il y a une deuxième dimension, c'est que ce soit aussi un centre de stockage européen, voire au moins européen, voire international. C'est-à-dire le fait de pouvoir effectivement vendre du stockage, parce que c'est lucratif, et ça permet d'amortir les déchets. Donc au moins à l'échelle européenne. On envisage non seulement une prolongation du parc, mais aussi d'accueillir des déchets européens à terme, probablement. C'est la poubelle mondiale, quoi. Oui, c'est ça. Alors, c'est un démonstrateur, c'est-à-dire que, moi je vais faire un peu recul plus géopolitique, c'est-à-dire qu'en fait, l'objectif ici, c'est aussi servir de démonstrateur comme quoi il y a une solution à la problématique des déchets nucléaires à l'échelle planétaire. Parce que juste ce qui fait très peur, que ce soit aux États-Unis, etc., surtout qu'il y a eu l'accident de l'Unémie, c'est qu'on ne sait pas quoi faire des déchets. Il n'y a pas de solution. D'ailleurs, c'est pas une solution, l'enfouissement en passant. Mais il n'y a pas de solution. Et donc là, on va donner l'illusion qu'il y a une solution, ce qui permet de reconstruire de nouveaux réacteurs en Turquie, en Chine, en Angleterre, en France, à fortiori, etc. Donc ça donne une nouvelle perspective à l'industrie nucléaire. Et je crois que c'est pour ça que la lutte de Bure, elle est fondamentale et que le combat des restants de Bure, il faut vraiment le soutenir. Il faut vraiment qu'on se bougera ici, même si on est à 1000 km, parce que c'est bien le combat pour l'avenir de ces combats. Ça va être le combat du siècle. On n'est plus sur des projets inutiles, on est sur des projets totalement inacceptables. Et à l'échelle européenne, à minima européenne, voire planétaire. Donc voilà, c'était... Là, on parle de transmission, d'informations pour les générations futures sur le fonctionnement, où seront localisés les déchets. Et ce qui m'impressionne toujours, c'est que je me dis, en 100 ans ou même 300 ans, là, nous, on a eu une évolution technologique importante, mais dans 300 ans, on sera peut-être dans autre chose. Et sur quel support, finalement, ils conservent ces données, ces informations? Est-ce qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur un codage qui pourra être compris dans 100 ans, 200 ans C'est le but de l'écothèque qu'ils ont construit devant l'Andra. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations. Ils ont fait aussi appel à des artistes avec des projets à un coût incroyable. Et par contre, il y a une journaliste belge, Isabelle Lou, qui a fait un film et qui fait une comparaison entre les déchets de la guerre 14 et ceux qui pourraient arriver à nous. Et elle soulève toutes ces questions-là, parce que les déchets de la guerre de Verdun, donc ça fait 100 ans, et ça pose déjà de gros problèmes localement. Je sais qu'il y a des paysans, leurs terres ne sont plus exploitables parce qu'il y a des obus qui ont éclaté et puis la terre est contaminée. Emmanuel pourrait peut-être répondre parce que c'est son domaine universitaire. Donc je vais encore ramener ma science. Ils ont fait tout ça, effectivement. Ils ont aussi fait appel au laboratoire de sémantique de Limoges pour étudier les possibilités de transmission, notamment via des pictogrammes. Il se trouve que je suis l'auteur d'une thèse de doctorat sur l'interprétation des pictogrammes, donc j'avais été invitée en tant qu'experte sur la question. J'ai passé plus d'1 heure à leur montrer en quoi ça servait à rien, que c'était absolument pas possible de transmettre cette mémoire avec des pictogrammes. Alors moi j'avais situé sur une échelle de 10 000 ans, sachant qu'on considère que ces déchets sont dangereux par à peu près 100 000 ans, donc j'avais dit allez, situons-nous à 10 000 ans, c'est déjà énorme. Hein. Donc j'ai montré en quoi c'était absolument impossible en fait, de communiquer avec nos descendants sur 10 000 ans, que ce soit avec des pictogrammes ou avec autre chose, c'est absolument pas possible. Et à la fin de la journée, il y avait un paquet de chercheurs qui étaient convoqués pour parler de ce sujet-là. À la fin de cette journée-là, c'est justement Patrick Charton, dont je parlais tout à l'heure, qui est beaucoup intervenu lui aussi, qui a dit de toute façon, il ne faut pas oublier qu'on est là pour valider le projet, certainement pas pour trouver une solution, mais simplement pour dire qu'on a fait quelque chose, on s'est réunis, on en a parlé, et puis c'est tout. C'est-à-dire que les résultats de nos recherches qui montrent qu'il est impossible de signaler cet enfouissement, qu'il est impossible de prévenir nos descendants du danger que ça représenterait, par exemple, d'aller dessous, d'exhumer ces déchets, etc. Le fait qu'on montre que c'est impossible, ils s'en fichent complètement. Leur objectif, c'est de montrer qu'ils ont réuni des chercheurs, qu'il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qui ont été dites, on met dans un tiroir et on fait le projet. Point final.
Et puis, juste pour compléter, il faut bien imaginer que si on met un monument, on va imaginer un monument qui indique que là, on met en danger radioactivité, on ne sait pas nos descendants s'ils sauront comprendre le langage effectivement qu'on a utilisé, et ça risque de les inciter à les creuser. En plus. D'accord, en plus. Donc ce qui fait que quelque part on pourrait se dire que la fraternité ne rien mettre et finalement l'oubli est quelque part, quelquefois, moins critique que le signalement. Hein, sur des durées telles qu'on parle de 310 000 ans, hein, enfin des milliers d'années. C'est le choix qui a été fait en Finlande sur le projet Onkalo. Eux, ils ont décidé de ne pas signaler. Laisser le site retomber dans l'oubli, sachant qu'il y a quand même un problème sur toute la période pendant laquelle on va s'en rappeler encore, parce qu'on ne va pas assassiner les gens qui auront participé à la construction. On fait ça en Égypte antique, mais on ne va pas refaire ça non plus. Et la transmission de bouche à oreille qui fait qu'il va y avoir une déformation de cette mémoire, et que ça pourrait devenir, avec cette fameuse déformation, peut-être un trésor, peut-être quelque chose qui pourrait être convoité. Donc ça non plus, c'est pas une sécurité. Vous avez une question? Est-ce que le fait que, enfin, il n'y a pas beaucoup de maires apparemment qui s'opposent au projet, mais est-ce que le fait qu'il y ait certains maires qui s'y opposent, est-ce que ça apporte du poids Il y en avait deux. Au refus? Il y en a un qui n'a pas... Les deux n'ont pas été réélus. Et celui qui parle assez longuement, là, il vient de décéder il y a 3 mois. Donc, au point de vue maire, il n'y a pratiquement plus d'opposants. Il y a juste celui de Bettencourt à côté de Saint-Dizier. Mais sur la Marne, autour du lac du Der, là, il commence à en avoir. Oui, moi, mon questionnement, il est, bon, ces déchets, qu'est-ce qu'on en fait? Et on continue à vivre de la même manière, c'est-à-dire qu'on a tout électrique, voilà. L'électricité, on sait d'où elle vient. Donc, comment vous faites le lien entre cette consommation, quelquefois à outrance, d'électricité et donc les déchets produits par le nucléaire? Déjà, il y a Enercop. Ouais, c'est pas grave. Tu peux redire ce que c'est? Enercop, c'est une filiale un fournisseur d'électricité, mais qui ne vient pas du nucléaire. Qui ne vient pas du nucléaire, qui vient de... L'énergie renouvelable et bon, Enercop. Enercop, c'est une SCOP qui achète de l'électricité à des producteurs d'énergie renouvelable. Alors c'est de l'hydraulique, de l'éolien photovoltaïque pour l'essentiel, et qui vous garantit que cette énergie vient bien garantie en tant que structure, que vient bien de ces sources. Après, les autres opérateurs aujourd'hui, que ce soit, y compris, je pense peut-être pas EDF, je sais plus, mais je pense EDF aussi, mais par exemple, que ce soit Total, Engie, etc., ont des offres d'électricité verte. Mais là, le mécanisme est un petit peu différent parce qu'ils achètent de l'électricité verte, essentiellement de l'hydraulique, à l'échelle européenne. Donc ils vous revendent effectivement comme étant, bon, en gros, ils ont un volume, ils revendent ce volume-là, mais il n'y a absolument aucun contrôle, il n'y a aucune garantie que ça vienne bien de sources renouvelables. Alors que l'Enercop, c'est la différence, vous garantit, il y a une certification, une auto-certification de la source. Voilà. Alors maintenant, pour revenir plus en... C'est un tout petit peu plus cher, mais... Alors, par contre, non, oui, mais alors, si vous passez chez Engie, il y a Mint. Alors, Mint est intéressant, c'est notre fournisseur, qui est une entreprise là, qui est sur Montpellier, qui est donc une entreprise qui fédère des producteurs d'énergie éolienne. Donc, eux, ils vous revendent de l'éolien, c'est certifié aussi, puisque ça vient de leurs propres éoliennes. C'est une coopérative. Et donc, ils revendent, c'est en ligne, et vous pouvez aussi acheter chez Mint. Donc, eux, ils font des électricité très bas prix, ils sont à peu près 10% en dessous des tarifs réglementés. Je ne sais pas très bien comment ils y arrivent, mais comme ils sont eux-mêmes producteurs, ils ont effectivement des coûts de revente qui sont un peu différents. Ils ne rachètent pas, quoi. Ils revendent leur électricité. Il n'y a pas beaucoup de communication sur ce... Mint, non. Nous aussi. Enfin, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne fait pas systématiquement que de la lutte contre CIGEO, on fait aussi de l'information. Par exemple, il y a Claude Kayser, celui le plus virulent là, au niveau du débat public qui a lancé, qui a contesté. Il a été maire d'un village et lui, il s'est formé sur comment sortir du nucléaire et il fait des conférences partout et avec toutes
il propose de sortir du nucléaire en 10 ans. Oui, mais on peut l'arrêter dès demain. Techniquement, c'est pas un problème. C'est pas un problème. De l'arrêter, on peut arrêter sur les 58 réacteurs. Demain matin, on a la capacité de production actuelle, à l'heure actuelle, de pouvoir arrêter à peu près 32 réacteurs, donc dès demain matin. Il faut qu'il y ait une juste volonté politique. Voilà. Après, pour comment on fait pour le faire, c'est pas compliqué. D'abord, on arrête un nombre de consommation. On peut arrêter très très vite, à peu près quelques pourcents de consommation vraiment qui sont du gaspillage. Ensuite, je résume. Ensuite, donc, on a beaucoup de centrales, gaz en particulier, à Montoire, pour parler très tout près de chez nous, qui sont à l'arrêt, qui sont là que pour les pointes. D'accord ? Elles sont là, donc ils sont mis en service que quelques dizaines de jours par an pour faire face aux pointes. On les fait tourner en régime nominal sur l'année, etc. Peut-être pas à priorité, peut-être les renouvelables. On couvre à peu près 32 réacteurs, pour simplifier. Après, il va rester quand même quelque chose comme 20 réacteurs sur lesquels il va falloir arrêter à terme. Et là, c'est-à-dire qu'effectivement, et là je vous rejoins, il va changer des comportements. Alors, non pas se priver d'énergie, mais consommer autrement. D'accord ? Arrêter de penser que l'énergie électrique, elle est abondante, bon marché, etc. C'est une valeur, c'est comme nous, ça fait partie des ressources sur lesquelles il faut travailler. Arrêter la voiture électrique est une catastrophe écologique, mais une catastrophe aussi énergétique. On parle beaucoup des problèmes de lithium, etc. Il y a quelques vidéos qui circulent, mais c'est aussi une aberration énergétique. 32 kW sur chaque borne implantée, vous imaginez, ça représente à peu près l'équivalent de 4-5 maisons. Et il n'y a que quelques dizaines de milliers de voitures en France. Imaginez si on mettait quelques millions. Je ne peux même pas l'imaginer. Voilà. Donc, il y a des choix à faire. Et ça peut prendre... Alors là, c'est là où je rejoins un peu ce que tu disais. Ça peut prendre un certain temps. Et là, c'est le choix politique. Le temps, la durée. Le niveau des experts, parce qu'on travaille beaucoup on a beaucoup travaillé avec Bernard Lapronche, on a beaucoup travaillé, etc., sur cette question-là. Ça va entre 3 et 5 ans. Si vraiment c'était très très mou, on pourrait dire 10 ans, donc on arrive au chiffre que tu donnais, mais là c'est vraiment, on fait rien, on laisse le nucléaire s'arrêter tout seul. Le souci, c'est qu'actuellement, on a à peu près 40 réacteurs sur 58 qui ont dépassé leur limite de conception. Dans 5 ans, à peu près, on aura l'ensemble du parc, quasi-totalité du parc, qui va atteindre sa limite de fabrication. C'est-à-dire on sait que les matériaux ne supporteront pas une prolongation. On est en phase de risque. Donc là, il y a des choix qu'il faut prendre aujourd'hui, parce que ce n'est pas des choses qui se décident du jour au lendemain. Je ne sens pas bien le gouvernement, le président Macron et le gouvernement actuel, d'accord, s'orienter dans cette direction-là, puisque même 50% de nucléaire, aujourd'hui, est repoussé à 2030, etc. Donc là, il y a un vrai problème, il va y avoir un vrai problème. Et puis le problème, je reviens sur la question de départ, le vrai problème, c'est la question des déchets. Parce qu'on les a tellement accumulés qu'aujourd'hui, il n'y a plus... les piscines sont pleines, c'est ça que je voulais dire pour conclure. Les piscines de stockage sont pleines. À La Hague, on ne peut plus... Les piscines, elle est pleine. Aujourd'hui, ils envisagent un centre de stockage temporaire dans la région de Tours pour stocker les nouveaux combustibles usés qui vont arriver. Et donc, moi, je pense qu'ils ont une urgence à mettre les premiers conteneurs à Bure. C'est pour ça qu'ils sont en train de passer à la vitesse supérieure et que là, ils n'ont pas le d'autre choix, donc la répression va être féroce. Et je crois que si la solidarité ne s'exprime pas au niveau national, j'ai bien peur qu'à Bure, ça soit terrible. Ça sera, je dirais, Notre-Dame-des-Landes, je ne dirais pas que ça aura été de la rigolade, ça n'a pas été drôle. Mais je veux dire qu'à Bure, vraiment, ça sera du domaine du militaire. Enfin, je ne sais pas comment tu vois les choses. C'est déjà d'ailleurs. Ça commence. Et ça va augmenter le CO2 quand même. Alors, c'est comment vous dire ça, augmenter le CO2, c'est-à-dire que bon... Dans l'air, puisqu'on fera tourner quand même plus de centrales soit à charbon. Provisoirement, non, je disais, c'est dans l'urgence. Il faut bien comprendre que moi je suis pour l'arrêt du nucléaire, on était même pour l'arrêt immédiat du nucléaire depuis les années 2000. À l'époque, on se disait, dans les 10 ou 15 ans, il faudra qu'on arrête. D'accord ? Aujourd'hui, on est arrivé à une situation d'urgence. D'accord ? On n'a plus le choix. Donc on est obligé d'arrêter. Donc
la question du carbone, et puis c'est pas les quelques centrales thermiques qui produisent le plus de carbone en France, il y a le transport, l'agriculture, etc. Donc il faut aussi relativiser les choses. Mais même si on prend que la question électrique, c'est se mettre à effectivement produire du carbone, on va remonter un peu le carbone provisoirement, d'accord? Le temps qu'on mette en place les renouvelables, parce que ça prend un peu de temps quand même, qu'on les mette en place, qu'on construise des éoliennes, des hydroliennes, parce que bon, on est en train de flinguer la filière hydrolienne. La méthanisation, là je suis un peu prudent, parce que quelle méthanisation, il faut en discuter, parce qu'il ne faut pas que ce soit l'agriculture intensive qui fasse du méthane. Mais bon, voilà, il y a des solutions, on les connaît, hein, équipés en panneaux photovoltaïques. Tous les toits, on peut avoir des régies municipales qui équiperaient vos maisons gratuitement, d'accord, puisque vous louez, comme on loue pour de la publicité, que les particuliers puissent louer leur toit, d'accord, pour produire de l'électricité photovoltaïque. Il y a beaucoup de solutions, elles existent. Par contre, il y a une phase transitoire. Aujourd'hui, elle sera incontournable, quel que soit. Enfin, moi, je n'imagine pas un gouvernement qui déciderait d'arrêter, vert, hein, par exemple, imaginons, qui déciderait d'arrêter, comme en Allemagne, hein, le nucléaire. Demain, on sait qu'on peut faire les 2 tiers. Hein. Puis le dernier tiers, ça va être un peu compliqué, on sera obligé de passer par une phase carbonée. Un peu carbonée. Voilà. Oui, question. Je voulais juste souligner l'un des propos que vous avez tenus tout à l'heure. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'aller à Bure à 2 reprises, pendant les périodes un peu plus chaudes, sur des grands cours, à d'autres endroits, effectivement. Et je souligne quelque chose que vous avez dit assez brièvement, la question de se masquer. Alors, je suis sur quelque chose d'hyper technique, mais j'ai constaté que on est pas mal de jeunes, comme vous disiez, à être éparpillés un peu partout. Bon, moi, je suis en Lyon, donc on est aussi sur la lutte ici. Et le truc, c'est que vous parliez aussi à juste titre de répression. La répression, elle est féroce, et sur un peu tous les tableaux. Et que le fait de se masquer n'est pas forcément compris, y compris dans les réseaux de soutien de certaines luttes, parce qu'on n'a pas la vision du terrain. Là où ça chauffe, et je parle en tant que moi-même de camarades, on est juste contraint de se masquer, y compris parfois dans les petits bleds ici où on va avoir des manifestations de soutien. Ça peut faire peur, mais c'est important, c'est une manière de se protéger en fait. Voilà, je voulais juste souligner ça, je trouve que c'est important, c'est pour le nucléaire, mais c'est pour pas mal de luttes, parce que maintenant on est obligé d'être un peu sur tous les luttes. Et je pense que justement, et moi c'est quelque chose que j'ai trouvé formidable à Bure, et puis à Notre-Dame-des-Landes, là aux dernières expulsions aussi, c'est ces liens intergénérationnels qui font que chacun s'apporte ses techniques, et je trouvais que la compréhension fonctionnait bien, et c'était chouette. Voilà, je voulais juste souligner ça. Mais bon, moi j'ai pas été masquée, et j'ai été photographiée par hélicoptère. Hein. Je peux vous dire qu'ils m'ont bien ciblé, ils m'ont bien reconnu. Et c'est à partir de là qu'ils sont venus jusque chez moi. Alors, juste pour compléter, je crois que c'est une des caractéristiques, moi je suis plus très longtemps devant anti-nucléaire, depuis Colbeuf et avant, je crois que c'est une des caractéristiques du nucléaire d'avoir toujours accueilli tout le monde. On sait que les niveaux, je dirais, physiques, donc intergénérationnels, les niveaux d'engagement, les niveaux de réaction face à la violence qui est en face, hein, sont extrêmement différents. Et moi, ce que j'ai toujours trouvé remarquable, c'est cette solidarité, hein, à tous les niveaux, qui fait que dans une même manifestation, on peut avoir des gens effectivement qui vont aller, qui vont protéger. Moi, je dis ces militants-là, quand ils sont face à la police, ils protègent les manifestants qui sont peut-être en retrait, mais qui sont tout aussi courageux d'être là ce jour-là. D'accord ? Donc on est plus sur des problèmes de protection que sur des problèmes d'offensive, etc. Et là, être masqué, effectivement, quand on protège, aujourd'hui, on n'a pas le choix, il faut être masqué. Voilà. Donc moi, je retourne un peu la question dans ce sens-là. Voilà. Avant que les personnes ne partent... On a encore un quart d'heure. Hein, oui, mais bon, il y a beaucoup de monde déjà qui sont sortis. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a besoin de vous. Hein. Le Larzac, il y avait 70, 100 000 personnes aux manifestations. À Notre-Dame-des-Landes, il y avait des week-ends à 40 000 personnes. Moi, je rêve qu'il y ait seulement 10 000 personnes à Bure. Alors, si vous pouviez faire des efforts et venir nous rejoindre, croyez pas qu'on baisse les bras. Hein. Le 16 juin, ça a été féroce encore, notre manifestation, puisque 3 jours après, il y avait une descente avec cette mise en examen, enfin, etc., etc. On ne baisse pas les bras, et là, on repart. Le 1er juin 2019, on fait une grosse manifestation à Nancy,
Et au mois d'août, 3 jours, les burlesques sur un champ, on ne sait pas encore exactement où, parce que les paysans, ils ont peur, donc les terrains qu'on espérait avoir, on les a pas, mais bon, on va bien en trouver, je pense que c'est pas un problème. Donc, venez passer une semaine de vacances en Meuse, il y a à voir, il y a des choses à voir, il y a Nancy, il y a tout ça, il y a les Vosges pas loin, et puis profitez de venir nous donner un coup de main. Voilà. Alors, juste pour vous dire, après je te reviens, ça part. Donc, le Stop Nucléaire 56 Tramollard, donc le 8 février, donc on est l'Assemblée générale, mais de 18h à 19h, on invite, ça sera ouvert à tout le monde, hein, aux organisations, etc. On invite à donc réfléchir à comment s'organiser pour mieux soutenir les résistants de Bure. Donc c'est un réunion qui se reverse, c'est la maison des associations à Vannes entre 18 et 19h. Après il y a l'auberge espagnole, et puis pour ceux de nos adhérents, ceux qui veulent rester, ils pourront rester à l'Assemblée générale. Alors je ne sais pas si on fera un comité Stop Bure, il est possible que ce soit Stop Nucléaire qu'on mettra dans la dynamique des comités Stop Bure, pour une question d'énergie de militants. Hein, c'est très... Mais ce qui est important, c'est par contre, ce sont les idées d'action, comment s'organiser, comment mettre en place un réseau plus large que peut-être le mouvement anti-nucléaire strict, etc. Voilà. Donc c'est des questions-là que vous pourrez aborder le 8 février, 18-19h. Vous êtes tous invités à venir éventuellement échanger. Vous pouvez faire des actions ici. Hein. Non, mais vous, on va essayer d'organiser justement des actions. Je vois à Pornic, ça fait 2 fois qu'ils font un enfouissement. Ils simulent un enfouissement sur la plage de Pornic. Ça marche bien. Il y a la presse, il y a tout ça. Le but, c'est de faire savoir. Hein. Là, bon, je ne peux pas trop dire, mais dans un mois, il va encore avoir une autre action sur une plage en Vendée. Tout le monde peut avoir des idées. Les idées, c'est pas ce qui manque. Dans Morbihan, en plus, on est assez créatifs en général. Les Bretons et les Morbihanais sont plutôt créatifs. Et c'est vrai qu'on fera peut-être, parce que c'est l'un des plus beaux symboles en France et au monde, c'est l'aliment de menhirs de Carnac, et reconstituer un aliment de bidons radioactifs sur la plage. Il y en a qui sont là, qui ont participé. Je sais, c'est quelque chose qui est éminemment médiatique, parce qu'on touche là un symbole à la fois dans la durée et à la fois sur le plan, je dirais, du white known, ça c'est bien connu, quoi. Puis, on a commencé une pétition photo aussi il y a quelques temps, là, à l'image de ce qui s'était fait sur Notre-Dame-des-Landes. Là, on en est à 13 500. Donc, dans la journée, si vous voulez passer au stand, je vous prends en photo en quelques secondes. On a eu le célèbre Hulot, et puis d'autres. Mais Hulot, il s'est bien fait coincer. Hein, avant qu'il soit ministre à Rennes, on l'avait photographié. Et ça, c'est une photo qui lui a vraiment, qui l'a quelque part embêté. Alors, dans l'action, sinon, je crois, c'est qu'il y a deux choses. Il y a l'information. Pour ça, moi, je peux intervenir. Je connais la lutte depuis 98, et puis j'ai appris beaucoup de choses avec Irène depuis 2 jours, au moins, encore aujourd'hui. Donc ça, on peut localement intervenir dans n'importe quelle commune, hein, si vous voulez organiser une soirée. Et puis il y a Emmanuel quand même, donc je veux dire, qui a une conférence gesticulée sur la problématique de Bure. Oui, c'est voilà, et qui est très complète, d'accord, mais qui est passionnante. Et là aussi, donc on a de la ressource localement, d'accord, effectivement, pour faire déplacer toujours quelqu'un de Bure, hein, mais la ressource localement pour faire de l'information. Donc ça, c'est la première partie. Après, sur l'action, on en discutera le 8, mais il est clair qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'on aille, on l'a déjà fait une fois un bus, hein, il y a quelques années, pas mal d'années, un bus pour aller jusqu'à Bure, hein, et jusque poser des cailloux devant le chantier à l'époque. Donc il va falloir qu'on recommence, effectivement, c'est peut-être que cet été, il faudra voir comment, et quel coût, et qui, etc. Mais il va falloir réaliser d'abord. Ils ne peuvent pas lutter tout seuls, d'accord, si on ne se déplace pas. Donc il va falloir vraiment qu'on se mette en perspective et en position, hein, d'aller soutenir les résistants de Bure. Il faut même que tu viennes faire ta représentation très volontiers. Au burlesque. Hein. Très volontiers. On est en train de construire le programme, donc il n'y a aucun problème. Hein. On en discute après. Moi, je me reste sur les d'autres questions, parce que bon, oui. Oui, pour revenir à Bure, ce projet, il a été décidé
quand, par qui? Est-ce que c'est un projet franco-français ou européen? Et pourquoi plutôt qu'ailleurs? Je reprends sur le... J'ai pas vu des films, ça y est, c'est Longuet. Hein. Ah non, c'est avant, bien avant. Ça oui, mais c'est Longuet qui fait tout. Oui, mais c'est bien avant Longuet. Longuet, il est arrivé qu'en 91. Le projet, ça démarre en 95 à peu près, sur des projets d'enfouissement. Le projet d'enfouissement, d'accord, démarre en 95, et c'est à côté d'Angers, dans le Ségréen, qu'il y a le premier projet. Il commence les travaux. Les gens de la région et jusqu'en Bretagne se mobilisent très largement et font obstacle à ce projet-là. Ça repart à Fougères, je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire, ça repart à Fougères, aussi un nouveau projet, une forte mobilisation, des Bretons plutôt, une forte mobilisation, ils abandonnent le projet. Et donc après ce deuxième abandon, en 91, donc il y a la loi Bataille, d'accord, qui est une loi qui dit stop, on va réfléchir au devenir des déchets radioactifs avec 3 solutions. La transmutation, qui est une aberration, enfin, Bernard Laponche l'explique très bien, ton physicien nucléaire, une aberration énergétique. Le stockage en subsurface, c'est-à-dire donc en sous-sol mais réversible, ou le stockage en grande profondeur. Et pour la grande profondeur, il décide qu'il y aura 3 types de sites qui vont être étudiés. Site granitique, site argileux, Bure. Alors site granitique, c'est Bretagne-Limousin essentiellement, granitique, Bure, et dans le sel, mais en fait ils n'ont pas... Bagnols-sur-Cèze. Oui, Bagnols-sur-Cèze aussi. En termes de sous-sol? Bagnols-sur-Cèze, c'était prévu aussi. Mais oui, non, mais je ne parle pas des lieux, je dis c'est granit, c'est du granit, hein, sur de l'argile et sur du sel. Le sel, ça vendait très vite. Et le granit, ici en Bretagne, il y a eu, pour ceux qui ont manifesté, je connais un certain nombre, quand c'est un quintin, qui a eu des réunions monstrueuses dans les communes, etc., concernées, avec toute la commune présente à la salle de réunion. Donc c'était assez vite abandonné, pareil dans le Limousin, il ne restait plus que Bure. Et Bure, là justement, tu peux peut-être maintenant expliquer. Alors Longuet, c'est là que Longuet intervient. Donc, alors Bure, ça démarre en 97, si je ne me trompe pas. Le projet de Bure, parce que moi j'y suis en 98, je commence la première manifestation contre le projet de Bure, le laboratoire, parce que c'est un laboratoire à l'époque. Donc j'y suis en 98, je vais manifester à Bure en 98 avec 3 voitures. On était parti 3 voitures du Morbihan. Non, le Bure c'est 89. Ça commence en 89. 89, tu remontes avant 91. Moi, je pense que je connais moins bien le Bure, mais voilà. Donc et la lutte commence vraiment en 98. Moi, c'est là où je découvre Bure. Oui, avec Claude François, Fanny Schneider, on s'est connus là-bas en 98. Voilà l'histoire de l'enfouissement, et là maintenant ils sont plein dedans. Alors c'est plus un laboratoire maintenant. Le problème, c'est que dans les Deux-Sèvres, il y avait Ségolène Royal, à Bagnols-sur-Cèze, il y avait les viticulteurs. Donc si vous voulez, il y a eu des rapports de force dans le Ségréen, il y avait toute une équipe. Ils avaient même enfermé le type de Landra dans un coffre de voiture. Vous voyez. Ça a été chaud. Hein. Nous, si on avait eu cette population à l'époque, je pense qu'on n'en serait pas là. Quoi. On a été trop... Bure, c'est 80 habitants, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Moi, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est est-ce que les producteurs de champagne réagissent officiellement, parce qu'on ne les entend pas? Les producteurs de champagne ne réagissent pas. Michel Guérit, qui est un autre opposant, qui a encore des manières de lutter différentes des nôtres, lui c'est surtout par internet, il a 20 000 adresses, et il a écrit à tous les producteurs de champagne, c'est-à-dire il a fait 3000 courriers. Il a eu, je crois, 1 ou 2 réponses, et encore, c'était assez vasouillard. Mais il n'y a aucune réaction, aucune. On a fait Bure-Paris, on a traversé toutes les villes de Champagne. Tout le monde se sauve, tout le monde s'est sauvé quand on est arrivé. Alors, c'est assez loin. Enfin, assez loin, tout est relatif. Ah non, à Soulaine, ça touche. Ah non, ça touche, mais par rapport à Bure, à Soulaine, oui. Mais je disais par rapport à Bure. La région champenoise est assez loin, mais quand on dit loin, c'est du genre Lague, Mont-Saint-Michel. Hein. C'est pas bien loin. Mais on est sur la question du nucléaire, toujours un peu à dire, c'est pas chez moi, c'est chez les autres. Et je pense que les champenois sont un peu encore dans cet esprit-là. Ils ne se rendent pas compte qu'effectivement, ils vont être directement concernés. Ceux qui, à mon avis, les plus bougés, mais ça tu peux peut-être confirmer, c'est Vittel.
Il y a eu quand même quelques gens qui ont dit, mince quand même, peut-être que là, il va y avoir des soucis. On a essayé aussi sur Vittel. Sur Vittel, qui est tout près à Vittel, c'est vraiment pas à côté. Vittel, maintenant, c'est Nestlé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nestlé vient de racheter les sources. On habitait 10 ans, Vittel. Nestlé, maintenant, il a le monopole des sources de Vittel. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse contre ces gens-là? Alors, bon, ce qui évolue peut-être, c'est qu'on a des militants. On a des militants syndicaux, politiques, qui viennent maintenant manifester avec nous. Donc on va peut-être pouvoir aborder Vittel dans un autre contexte. Mais c'est pas évident, hein, pas du tout. Alors, quand on a fait le BUR Paris en vélo, avec les buraleurs, donc ils chantent, c'est un groupe de burlesque un peu foufou. Et je me souviens, dans un bourg de Champagne, eh ben, il y avait le cahier d'acteurs que j'avais fait sur l'eau. Et l'eau, on expliquait que l'eau, elle serait polluée et qu'elle allait irriguer la Seine et tout ça. Et j'avais retrouvé sur le poteau du village, en entrant, j'avais retrouvé mon cahier d'acteurs. Alors j'ai dit, tiens, il y a quand même... Ce qui prouve que chaque fois qu'on fait un petit peu d'information, on n'a pas l'impression, mais il y a toujours un résultat quelque part. Et la preuve, hein, c'est que moi, quand je suis partie pour Notre-Dame, maintenant, il y a pratiquement un comité de soutien à chaque fois que j'ai fait une conférence le soir à l'étape. Pour compléter, comment dire ça? Il faut imaginer quand même la région de Bure, hein, Haute-Marne et la Meuse, ce sont des régions qui sont, c'est pas de la belle terre, hein, c'est quand même un peu caillouteux tout ça, c'est une petite population qui en plus ont vécu toutes les guerres sont passées dessus dans un sens, dans l'autre, etc. Moi je vois ça avec du recul, non mais je sais pas. Allez, défends ta terre. Je veux dire, c'était plus facile, je veux dire, toujours pareil, non mais il faut bien imaginer que sur le nucléaire, ils s'attaquent toujours là où c'est plus facile. Les populations ont plus de mal à résister, qu'elles ne veulent pas, mais le plus de difficultés à résister à ce rouleau compresseur qu'est l'industrie, le complexe militaro-industriel. Hein, donc c'est flagrant ici, c'était flagrant aussi sur le Cotentin. Ils ont essayé de faire la même chose à Plogoff, mais là ils ont un peu plus de mal, ils ne savaient pas que les Bretons avaient la tête dure. C'est dur. Voilà. Donc c'est vrai que Bure, ça a été plus difficile. Peut-être vous le dire aujourd'hui sans mais ça a été plus difficile. Je crois que l'apport des jeunes a été important. Ça a été plus difficile, mais la terre est aussi bonne qu'ailleurs. Et les cailloux n'empêchent pas le blé de pousser. Il y a un beau rendement à l'hectare. Je suis d'accord avec vous, je suis meusienne, hein, moi aussi. Ouais. Je suis née pas loin, hein, Haut-de-l'Incourt, je suis née à 5 km. Ah ben oui. Tout près. Quand on parle de nucléaire, là on parle uniquement de nucléaire civil, parce que si on arrête complètement le nucléaire, qu'est-ce qu'il en devient du nucléaire militaire? Alors actuellement, il n'y a plus à ma connaissance, il n'y a plus de production de plutonium militaire. Il faut regarder exactement ce qui se passe à Marcoule, mais après il n'y en a plus, ils en ont souvent de stock. Ils entretiennent surtout les bombes existantes. Hein. Le plutonium ne se dégrade pas si vite que ça. Par contre, la France, elle dépense actuellement 6 milliards et demi par an. Hein, pour moderniser ces sous-marins. Donc on refait les sous-marins, on modèle les sous-marins actuels, on va en faire, et plus loin donc de nouveaux missiles, parce que les anciens missiles, les M45, ils pouvaient atteindre Moscou, mais ils pouvaient difficilement atteindre Pékin. Donc ils sont en train de tester, enfin, ils sont même en service, hein, des missiles qu'on appelle M51, qui peuvent atteindre Pékin. Hein, donc, et la France est dans la course à l'armement, ça on l'a jamais, ça a toujours été dans le déni, hein, mais c'est la réalité. Et ce qui est plus grave, c'est qu'avec Trump et Poutine, on est reparti aussi d'une course à l'armement planétaire. Donc on voit, il n'y a pas que la Corée, enfin je ne vais pas trop, c'est pas le sujet, mais il n'y a pas que la Corée, etc., qui réarme. Hein. C'est l'ensemble de la planète qui est en train de se réarmer, avec un contexte géopolitique qui devient assez inquiétant. Sur la question du déchet, quand même, donc il y a les déchets nucléaires militaires, et là c'est des déchets, c'est du plutonium, d'accord. Donc actuellement, on ne sait pas très bien quoi en faire. Ils ne savent pas quoi en faire, donc les Américains étaient venus ici pour essayer de voir si on ne pouvait pas en faire du MOX, donc remettre du plutonium militaire avec de l'uranium pour refaire tourner, pour les réinjecter dans des centrales nucléaires. A priori, ils ont abandonné parce que c'est pas le bon plutonium. Il est beaucoup plus réactif et ça mettrait EDF n'en veut pas.
EDF n'en veut pas. Voilà où on en est. Donc la France, elle a un laboratoire qui s'appelle le Bar, à côté de Bordeaux, comment ça s'appelle, c'est le Bar, comment ça s'appelle, où ils font de la simulation. Donc là, ils font toujours des tests sur leur bombe actuelle pour voir si elles sont toujours bien opérationnelles. Donc c'est des simulations laser. Laser mégajoule. J'ai encore une petite chose, c'est qu'on nous avait prévu un troisième débat public qui devait commencer fin 2018. Il y a eu du retard. Après, c'était mi-janvier. Mais comme les gilets jaunes sont arrivés, du coup, notre débat public est reporté. Peut-être après les élections européennes, ou alors il va peut-être être stoppé définitivement. On ne sait pas. En sachant que... nous, on ne participe pas, les collectifs, on ne participe pas au débat public. Il y a un contre-débat public par un groupe qui s'est dénommé Atomic Tour. Donc c'est une camionnette avec une remorque. C'est un groupe de 5-6 personnes qui vont faire le tour de France. Et je ne sais pas s'ils vont à Nantes. Et ils vont à Nantes, c'est sûr. Je ne sais pas s'ils viendront jusqu'ici. Enfin, toujours est-il qu'eux, ils font un contre-débat public. Voilà, sur le débat public, il faut faire attention. C'est quand tu parles de débat public, c'est sur quoi? Parce que c'est pas sur le bien fondé de l'enfouissement ou pas le bien fondé. Ça en fait partie. Ils posent le bien fondé, parce qu'il me semblait que c'était uniquement sur des questions telles que la durée d'exploitation, sur des choses comme ça. C'est que le bien fondé lui-même, il y a une loi. La loi n'est pas remise de 91, n'est pas remise en cause, a priori. C'est juste pour lancer le processus. Pour lancer le processus, voilà. C'est comment on lance, pour ou contre le lancement du processus et sous quelles conditions. C'est pas une remise en cause du projet fondamentalement. C'est là où je comprends, moi, enfin, on voit bien dans ce qui c'est dans le film, les opposants qui disent mais on refuse le débat, parce que surtout tout est déjà décidé en fait. On nous demande juste de savoir si on est d'accord sur les modalités d'enfouissement. Enfin, je ne me trompe pas, moi j'ai compris. Hein. Donc c'est les limites du débat, quoi. C'est pas des vrais débats. Si j'ai bien compris, le projet est déjà bien avancé au niveau de sa réalisation. 1,7 km de galerie, de laboratoire. Est-ce qu'il peut être arrêté? Qu'est-ce qui peut se passer? En Amérique, Obama l'a arrêté là. Et ils ne referont plus. Moi j'ai fait les États-Unis, il n'y aura pas de nouveau projet d'enfouissement aux États-Unis. Ils regardent ce qui se passe en France avant de prendre une décision quelconque. On est bien sur une dimension internationale. Parce que, CIGEO, moi on a une chance sur deux quand même qui n'est pas l'enfouissement. Hein. Alors, c'est pas encore. On peut encore gagner. Moi je dis si on avait 50 000 personnes un jour, moi je pense que on aurait plus de poids. Hein. Il faut déjà qu'on soit 50 000, après on verra. Je serai moins optimiste. Mais bon, pour répondre, aller au-delà de la question, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait des déchets? Parce que c'est une question qui n'a pas été posée, mais on pourra peut-être conclure là-dessus. Alors nous, en tant qu'association, organisation régionale, etc., anti-nucléaire, nationale, en gros, l'idée consiste à dire que les centrales nucléaires, il faut les arrêter. Les centrales nucléaires, ce sont des coffres-forts bétonnés qui sont à peu près bien entretenus, normalement, et avec des populations, des techniciens, des populations autour qui ont bien conscience du risque nucléaire, du risque radioactif. Donc la meilleure solution, c'est ce qu'ils font aux États-Unis actuellement, parce qu'ils ont arrêté, et aux États-Unis le font, c'est les déchets, les cœurs usés, etc., une fois qu'ils sont refroidis et qu'on peut les stocker, c'est de les mettre dans les comment s'appelle ça, dans les cuves, d'accord, des réacteurs du nucléaire qui sont arrêtés et de les surveiller. Voilà, c'est ce qu'ils font dans d'autres pays, donc les États-Unis en particulier. À Brennilis, il y a encore des déchets. Alors, Brennilis, ils ont demandé à Brennilis, la centrale a été arrêtée en 85, donc 20 ans après, en 2005, ils ont commencé à démonter des équipements qui étaient techniques mais qui n'étaient pas radioactifs, pas trop supposés pas radioactifs, on va dire, et ont donc été stockés en partie à Soulaine, en partie dans le sud, les moins radioactifs. Donc actuellement les générateurs de vapeur ont été découpés, eux ils sont très radioactifs et il reste la cuve, et pour ces déchets là qui sont à moyenne activité vie longue ou haute activité vie longue, il est prévu de les mettre en conteneur et de les envoyer à Bure. Donc tant que Bure n'est pas fait, Brennilis ça ne bougera pas. Alors avec un centre de stockage temporaire, un budget.
qui est lui aussi à l'arrêt actuellement. Je ne suis pas trop préoccupé de votre budget, mais parce qu'avant d'aller à Bure, il faut les mettre dans les cubes, etc. Compétence sur l'aspect technologique. Donc il y a un traitement à faire sur les déchets avant de les mettre à Bure. Donc ça serait un budget. ICEDA, le centre ICEDA de budget. Là, je n'ai pas d'informations très récentes sur ICEDA. Il était arrêté, est-ce qu'il est reparti? Je ne peux pas vous dire. Donc Brennelis, pour l'instant, c'est à l'arrêt. Alors, dernière chose aussi à dire, c'est que Bure, on parle du centre de stockage, Marsoulène, ce que j'oublie de dire, c'est que pour envoyer les déchets radioactifs de tous les réacteurs qui en font des installations, Brennelis, mais c'est aussi Lorient, etc., ça va circuler sur les rails et sur les routes de toute la France. Ils passent régulièrement en centre-là, pas très loin d'ici, sur la 4 voies, des déchets donc Alors ils sont passés par là, les déchets de Brennelis, et passent les déchets de l'île Longue, ou des cœurs de sous-marins nucléaires. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas eu de cœurs sous-marins nucléaires, mais des matières radioactives qui circulent sur la 4 voies. Donc nous, on est informés, mais quasiment au moment où ils passent par les pompiers. On a réussi à établir des contacts, depuis on n'a pas eu depuis longtemps. Mais voilà, donc on sait qu'ils circulent, et donc il y a un risque majeur de circuler en centre-ville avec des déchets nucléaires. Si Bure se faisait, ça serait 2 trains par semaine et un camion toutes les demi-heures qui passerait dans les villages, mais pas forcément de déchets, des camions qui amèneraient le ciment, qui repasseraient en sens inverse avec les débris, ce qu'ils vont chercher sous la terre. Enfin, ça serait un camion toutes les demi-heures pendant 130 ans. On va vous faire une autoroute. On va vous faire une autoroute. Non, mais là, c'est ce qu'ils disaient, c'est 10 millions de mètres cubes de caillasse, etc., qu'il va transporter. Bonjour le bilan carbone. Si on rapporte ça à l'industrie nucléaire, qui ne censée pas produire de déchets carbone, si on prend les transports, les constructions, etc., le PR, c'est une catastrophe sur le plan carbone. Pour faire du ciment, il faut c'est le procédé, on fait du ciment. Il faut du carbone. Voilà. Enfin, moi je viens de la région Normandie, et tout près de deux centrales nucléaires qui sont toutes les deux en train d'être agrandies, qui s'appellent Palluel et Penly, et qui sont actuellement, alors je ne sais pas exactement où est-ce qu'ils en sont, je crois qu'il y en a une où ça y est, c'est fait, ça tourne, et puis l'autre c'est en cours, quoi. Alors ils ont changé le générateur de vapeur, c'est-à-dire que l'idée c'est de prolonger la durée de vie des réacteurs, et alors ça on ne sait pas très bien ce qui se passe dans le cœur du réacteur. Par contre, ce qui est certain, ce qu'on maîtrise mieux, c'est les échangeurs de vapeur, parce que c'est moins radioactif et c'est quand même accessible. Et donc, l'idée d'EDF, c'est en remplaçant les réacteurs, les échangeurs de vapeur, c'est de pouvoir prolonger la durée de vie des réacteurs. Donc, effectivement, c'est à Penly. Il y a un des deux, sur les 2 réacteurs, il y en a un dont le générateur de vapeur qui était tombé, mais il a été remplacé depuis. Ils l'ont refait retourner à petite puissance, parce qu'ils ont des doutes sur la fiabilité. Et donc l'autre réacteur de Penly attend d'avoir son générateur de vapeur remplacé. Palluel, il est prévu de le remplacer dans les années qui viennent aussi, le générateur de vapeur. Mais c'est un budget énorme. C'est énorme budget. Et la population ne bouge pas d'un iota, parce que ils arrosent. Et donc toutes les communes alentours, j'aime mieux vous dire, les équipements sportifs, les équipements machins, les super lotissements, enfin bon, et je veux dire, on dit puis il y a du boulot, il y a du boulot et ça paye bien. Voilà. Oh, c'est pire. Oui, je crois qu'en volume financier, en tout cas, c'est beaucoup plus. Allez à Dialette, par exemple, donc à côté de Flamanville, vous avez un port de plaisance de la taille du Croissy. Je ne sais pas si vous imaginez le Croissy, il y a 10 bateaux dedans. Ça a été financé par l'argent du nucléaire. C'est un gaspillage d'argent et d'énergie et de tout ce que vous voulez. Mais combien de cas de leucémie aussi? Pardon? Combien de cas de leucémie? Ça, je vais vous dire, c'est effectivement... la leucémie, j'en sais rien, mais alors les cancers en Haute-Normandie, c'est alors complètement exponentiel. Donc tout ce qui est endocrinien, et puis... oui. Par rapport à la reste de la population, je ne sais pas. À Soulaine, c'est incroyable, à Soulaine. Comment? C'est où? Soulaine, c'est où il y a déjà des enfouissements. C'est près de Troyes, à 20 km de Troyes. D'accord.
Non, c'est l'Aube. Là, donc, le fameux Michel Guérit, là, il est en train de faire une étude, parce que dans son village, Ville-sur-Terre, dans les familles, c'est 3-4 cas de cancer. Il se dit, mais il y a quelque chose, quoi. Alors, à chaque fois, il y a des travailleurs du nucléaire. Donc, il est en train de prouver que ça vient de là. Et il y a, avec Corinne Lepage, là, ils vont faire une action dans peu de temps, un procès, je ne sais pas comment, enfin bon, je lui fais confiance. Ils vont faire une action pour montrer que c'est la conséquence de Soulaine. De l'enfouissement. Elle est Corinne Lepage? Non. Elle est de Bar-le-Duc, si je me rappelle. Non, Corinne Lepage, non, français. Non, c'est une avocate. Les Yvelines, oui. Elle a été ministre dans les Yvelines, pas cette fois-ci, mais l'autre fois d'avant. C'est une avocate qui a fait un peu de politique, qui était donc avec, c'est quoi, c'est 421, son mouvement, c'est SCAP 21. Qui est une anti-nucléaire historique, ce qui est quand même pas si courant que ça dans les hommes politiques ou femmes politiques qui, dans leur histoire personnelle, ont des convictions aussi fortes dans la durée. Et moi, je la salue parce que forcément d'accord, je la connaissais bien et c'est quelqu'un qui m'a toujours un peu, même avec des accords, épaté par sa capacité de conviction et par sa durée dans le temps. Moi, j'aime beaucoup. Et elle est très pertinente, hein, si vous avez écouté tout à l'heure dans le film, hein, moi, à chaque fois, je suis épaté par la qualité de ses interventions. Et c'est une avocate, et donc elle a défendu, alors ça a été sur la marée noire, ça a été sur beaucoup de sujets. C'est quand il y a eu la marée noire qu'elle est devenue écolo. Ah non, avant. Non, avant. Oui. Je la connaissais avant, dès les années 90, moi je la connaissais déjà comme militante antinucléaire. Donc, il faut dire qu'elle est avocate spécialisée dans le droit de l'environnement. Oui, ça aide. Donc elle était toute jeune à l'époque, toute jeune, relativement. Et Bon, peut-être s'arrêter là parce que je sais que Jean-Marie me dit que... Non, mais... Il est midi 10. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Donc, je vous invite, hein, si vous voulez vous engager dans l'action pour... Merci.